Deuxième partie, les encyclopédistes. Extrait de l'Encyclopædia Galactica. Planète Terminus. C'était un monde étrangement situé pour le rôle qu'il fut appelé à jouer dans l'histoire galactique, et pourtant, comme n'ont pas manqué de le faire remarquer nombre d'auteurs, il ne pouvait être situé ailleurs. Aux confins de la spirale galactique, planète unique d'un soleil simple, sans grandes ressources et sans possibilités économiques, Terminus ne fut colonisé que 5 siècles après sa découverte, quand les encyclopédistes vinrent s'y installer. Inévitablement, l'avènement d'une nouvelle génération allait faire de Terminus tout autre chose que le domaine réservé des psychohistoriens de Trentor. Avec la révolte anacréonienne et l'arrivée au pouvoir de Salvador Hardin, premier de la grande dynastie. Lewis Pirenne était assis à sa table, dressé dans un coin de son bureau. Il fallait coordonner les travaux, organiser les efforts, donner une unité à leur entreprise. 50 ans s'étaient écoulés. 50 ans pendant lesquels il s'était installé et avait fait de la Fondation encyclopédique numéro 1 un organisme qui fonctionnait sans heurts. En 50 ans, ils avaient amassé les matériaux et ils s'étaient préparés. Cette partie-là du travail était terminée. Dans 5 ans serait publié le premier volume de l'œuvre la plus monumentale que la galaxie eût jamais conçue. Puis, de 10 ans en 10 ans, avec la régularité d'un mouvement d'horlogerie, suivrait volume après volume. Chacun d'eux comprendrait des suppléments, des articles sur les événements d'intérêt courant, jusqu'au jour où... Pirenne tressaillit en entendant le bourdonnement de la sonnerie sur son bureau. Il avait presque oublié le rendez-vous. Il pressa le bouton d'ouverture de la porte et, du coin de l'œil, vit le battant s'ouvrir pour livrer passage à Salvador Hardin. Pirenne ne leva pas la tête. Hardin réprima un sourire. Il était pressé, mais mieux valait ne pas se formaliser de la désinvolture dont Pirenne usait avec tout ce qui venait le déranger dans son travail. Hardin se carra dans le profond fauteuil réservé aux visiteurs et attendit. Le stylet de Pirenne continuait à gratter la surface du papier. À part cela, tout était immobile et silencieux. Hardin prit dans la poche de sa veste une pièce de 2 crédits. Il la lança en l'air, et la surface polie d'acier inoxydable retomba en projetant 1000 reflets. Il la rattrapa et la lança de nouveau, tout en observant négligemment la trajectoire du petit disque. L'acier inoxydable était une excellente monnaie sur une planète où tous les matériaux devaient être importés. Pirenne leva les yeux en clignotant. « Arrêtez, dit-il agacé. Quoi donc ? De jouer à pile ou face comme vous le faites. » Oh ! Hardin remit la pièce dans sa poche. « Prévenez-moi quand vous serez prêt, voulez-vous ? J'ai promis d'être de retour à la réunion du conseil municipal avant qu'on mette en voie ce projet de nouvel aqueduc. » Pirenne soupira, puis repoussa son fauteuil en arrière. « Je suis prêt, mais j'espère que vous n'allez pas m'importuner avec des affaires municipales. Réglez cela vous-même, s'il vous plaît. L'encyclopédie me prend tout mon temps. » « Vous connaissez la nouvelle ? Enchaîna Hardin sans se démonter. « Mais encore ? La nouvelle que la station d'ultra-radio de Terminus vient de capter, voici 2 heures. Le gouverneur de la préfecture d'Anacréon a pris titre de roi. » « Comment ? Qu'est-ce que cela signifie ? » « Cela signifie, répondit Hardin, que nous sommes coupés des régions centrales de l'Empire. Nous nous y attendions, mais ce n'est pas plus agréable pour autant. Anacréon est juste sur la dernière route commerciale qui nous restait accessible vers Santani, Trentor et même Vega. Par où va-t-on nous faire parvenir nos métaux ? Depuis 6 mois, nous n'avons pas eu une seule cargaison d'aluminium. Et maintenant, par la grâce du roi d'Anacréon, nous n'en recevrons plus du tout. Tss, fit Pirenne. Tâchez d'en obtenir de lui alors. Vous croyez que c'est facile ? Écoutez, Pirenne, au terme de la charte qui régit cette fondation, le conseil de l'encyclopédie a reçu plein pouvoir en matière d'administration.
Moi, en ma qualité de maire de Terminus, j'ai tout juste le droit de me moucher, et peut-être d'éternuer, si vous contresignez une autorisation écrite en ce sens. C'est donc à vous et à votre conseil de prendre les mesures nécessaires. Je vous demande au nom de la ville, dont l'avenir dépend de la possibilité d'entretenir avec la galaxie des relations commerciales ininterrompues, de convoquer une réunion extraordinaire. Assez, ce n'est pas le moment de prononcer un discours électoral. Voyons, Hardin, le conseil d'administration ne s'est jamais opposé à l'établissement sur Terminus d'un gouvernement municipal. Nous avons compris qu'il fallait le faire compte tenu de l'accroissement de la population depuis l'établissement de la fondation il y a 50 ans. Accroissement de moins en moins lié aux besoins de l'encyclopédie elle-même. Cela ne veut toutefois pas dire que le premier et le seul but de la fondation ne soit plus de publier l'encyclopédie définitive des connaissances humaines. Nous sommes un organisme scientifique patronné par l'État, Hardin. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, et d'ailleurs nous ne voulons pas, nous mêler des questions de politique locale. De politique locale ? Par l'orteil gauche de l'empereur. Pyrène, c'est une question de vie ou de mort. La planète Terminus ne peut à elle seule subvenir aux besoins d'une civilisation mécanisée. Elle manque de métaux, vous le savez. Il n'y a pas la moindre trace de fer, de cuivre ni de bauxite dans les couches rocheuses superficielles. Il n'y a guère d'autres minerais. Que croyez-vous qu'il advienne de l'encyclopédie si ce Jean Foutre de roi d'Anacréon nous tombe dessus ? Sur nous ? Oubliez-vous que nous sommes sous le contrôle direct de l'empereur lui-même ? Nous ne dépendons pas de la préfecture d'Anacréon, ni d'aucune autre. Tâchez de vous en souvenir. Nous appartenons au domaine personnel de l'empereur, et personne n'a le droit de nous toucher. L'empereur est assez puissant pour protéger ses biens. Alors, pourquoi n'a-t-il pas empêché ce gouverneur royal d'Anacréon de se révolter ? Et il n'y a pas qu'Anacréon. Au moins 25 des préfectures les plus excentriques de la galaxie, en fait toute la périphérie, ont commencé à se montrer fort indépendantes. Je vous assure que je suis de plus en plus sceptique en ce qui concerne la protection que l'Empire peut nous accorder. Bah, gouverneurs royaux, rois, où est la différence ? L'empereur est perpétuellement soumis à une certaine agitation politique. Les uns tyrans à U et les autres à Dia. Ce n'est pas la première fois que les gouverneurs se rebellent. Et, je vous le rappelle, on a déjà vu des empereurs être déposés et assassinés. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'Empire ? Allons, Hardin, n'y pensez plus. Cela ne nous regarde pas. Nous sommes d'abord et avant tout des savants, et ce qui nous occupe, c'est l'encyclopédie. Oh, c'est vrai, j'allais oublier, Hardin. Oui ? Il faut que vous fassiez attention à ce que vous publiez dans le journal, fit Pyrène, d'un ton furieux. Le journal de Terminus ? Il n'est pas à moi, c'est un organe privé. Que lui voulez-vous ? Il demande depuis des semaines que le 50e anniversaire de l'établissement de la Fondation soit l'occasion de fêtes publiques et cérémonies tout à fait injustifiées. Et pourquoi pas ? Dans 3 mois, l'horloge à radium ouvrira le caveau. Il me semble que c'est la meilleure occasion de se livrer à des réjouissances, non ? Pas de la ridicule façon dont ils l'entendent. Hardin, l'ouverture du premier caveau ne regarde que le conseil d'administration. Aucune communication importante ne sera faite au peuple. C'est un point acquis, et je vous prie de préciser ça dans le journal. Je regrette, Pyrène, mais la charte de Terminus garantit ce qu'il est convenu d'appeler la liberté de la presse. La charte peut-être, mais pas le conseil d'administration. Je suis le représentant de l'empereur sur Terminus, Hardin, et j'ai les pleins pouvoirs. Hardin parut méditer un moment, puis il dit d'un ton sarcastique. J'ai une nouvelle à vous annoncer, en votre qualité de représentant de l'empereur. À propos d'Anacréon ? Fit Pyrène. Il était ennuyé. Oui, un envoyé extraordinaire d'Anacréon va venir vous rendre visite dans 2 semaines. Un envoyé extraordinaire ? D'Anacréon ? Répéta Pyrène. Pourquoi ? Hardin se leva et repoussa son fauteuil dans la direction de la table. Je vous laisse le plaisir de le deviner, sur quoi il sortit. Anselme O. Roderick. O parce qu'il était de sang noble,
sous-préfet de Pluméa et envoyé extraordinaire de son Altesse le souverain d'Anacréon, fut accueilli par Salvador Hardin à l'Astroport, avec tout l'imposant appareil d'une réception officielle. Le sous-préfet s'était incliné en présentant à Hardin le fulgurateur qu'il venait de tirer de son étui. La crosse en avant, Hardin lui rendit l'appareil avec une arme empruntée pour la circonstance. Ainsi se trouvait établie de part et d'autre la bonne volonté et les intentions pacifiques de chacun. Et si Hardin remarqua une légère bosse sous la tunique de Horodric, à la hauteur de l'épaule, il s'abstint de tout commentaire. Ils prirent place, dans une automobile précédée, flanquée et suivie d'un appréciable cortège de fonctionnaires subalternes, et qui se dirigea vers la place de l'Encyclopédie avec une noble lenteur, parmi les vivats d'une foule enthousiaste. Le sous-préfet, Anselme, accueillit ces acclamations avec la courtoise indifférence d'un gentilhomme et d'un soldat. « Cette ville, dit-il à Hardin, est la seule partie habitée de votre monde ?» Hardin éleva la voix pour se faire entendre par-dessus le vacarme. « Nous sommes un monde jeune, votre Excellence. Dans notre brève histoire, nous n'avons reçu que bien rarement des membres de la haute noblesse sur notre pauvre planète. C'est ce qui explique l'enthousiasme populaire. Mais le représentant de la haute noblesse était de toute évidence imperméable à l'ironie. « Vous n'êtes établi ici que depuis 50 ans, fit-il d'un ton songeur. Vous avez bien des terres en friche, monsieur le maître. Vous n'avez jamais envisagé de les morceler en domaines ? La nécessité ne s'en est pas encore imposée. Nous sommes extrêmement centralisés. Il le faut bien, à cause de l'encyclopédie. Un jour peut-être, quand la population se sera développée. Quel monde étrange! Vous n'avez pas de classe paysanne? Il n'était pas besoin d'être grand clerc, se dit Hardin, pour deviner que son Excellence essayait avec une charmante maladresse de lui tirer les vers du nez. Non, répondit-il négligemment, et pas de classe noble non plus. Horodric haussa les sourcils. Et votre chef, le personnage que je dois rencontrer? Vous voulez parler du docteur Pirenne? Il est président du conseil d'administration et représentant direct de l'empereur. Docteur? Comment? Il n'a pas d'autre titre? Un simple savant? Et il a le pas sur les autorités civiles. Mais, bien sûr, fit Hardin, d'un ton suave, nous sommes tous plus ou moins des savants ici. Au fond, nous ne sommes pas tant un monde organisé qu'une fondation scientifique, sous le contrôle direct de l'empereur. Il avait quelque peu insisté sur cette dernière phrase, ce qui parut déconcerter le préfet. Celui-ci observa un silence songeur durant le reste du trajet jusqu'à la place de l'encyclopédie. L'après-midi et la soirée furent mortellement ennuyeuses pour Hardin. Mais il eut la satisfaction de constater que Pirenne et Horodric, malgré toute la prestation d'estime et de sympathie, se détestaient cordialement. Horodric avait suivi d'un œil glacé la conférence de Pirenne durant la visite d'inspection du bâtiment de l'encyclopédie. Il avait écouté d'un air poli et absent ses explications, tandis qu'il traversait les immenses cinémathèques et de nombreuses salles de projection. Quand ils eurent visité tous les services d'édition, d'imprimerie et de prise de vue, le noble visiteur se livra à ce seul commentaire. « Tout cela est très intéressant, mais c'est une étrange occupation pour les adultes. À quoi cela sert-il » Hardin observa Pirenne. Celui-ci ne trouva rien à répondre, bien que l'expression de son visage fût assez éloquente. Au cours du dîner, Horodric monopolisa la conversation en décrivant avec force détails techniques ses exploits de chef de bataillon durant le récent conflit qu'il avait opposé à Anacréon et le royaume voisin nouvellement proclamé de Smyrno. Le récit de ces hauts faits occupa tout le dîner. Et, au dessert, les fonctionnaires subalternes s'éclipsèrent l'un après l'autre. Le vaillant guerrier acheva de brosser un tableau triomphal d'astronefs en déroute sur le balcon où il avait suivi Pirenne et Hardin pour profiter de la tiédeur de ce beau soir d'été. « Et maintenant, dit-il avec une lourdeur joviale, passons aux affaires sérieuses. »« Pourquoi pas ?» murmura Hardin en allumant un long cigare de Vega. Il n'en restait plus beaucoup, se dit-il.
La galaxie brillait très haut dans le ciel et allongeait son immense ovale d'un horizon à l'autre. Les rares étoiles qui se trouvaient en ce confin de l'univers faisaient auprès d'elle figure de lumignon. « Bien entendu, commença le préfet, toutes les formalités, signatures de documents et autres paperasseries se feront devant le... Comment appelez-vous déjà votre conseil ? Le conseil d'administration, répondit Pirenne. Drôle de nom. Enfin, nous verrons ça demain. Pour ce soir, nous pourrions commencer à débrouiller un peu la question d'homme à homme. Qu'en dites-vous ? Ce qui signifie, dit Hardin. Simplement ceci. La situation s'est quelque peu modifiée dans la périphérie, et le statut de votre planète est devenu assez confus. Il y aurait intérêt à ce que nous parvenions à nous entendre sur ce point. Dites-moi, monsieur le maire, avez-vous encore un de ces cigares ? Hardin sursauta, et, à contre-cœur, lui en offrit un. Anselm Orodric le huma et y mit un petit gloussement de plaisir. Du tabac de Vega. Où vous êtes-vous procuré ça ? C'est la dernière cargaison que nous avons reçue. L'espace seul, c'est quand nous en aurons d'autres. Pirenne lui lança un regard de mépris. Il ne fumait pas. Bien mieux, il détestait l'odeur du tabac. Voyons, dit-il, si je vous comprends bien, Excellence, le but de votre mission est principalement de clarifier les choses ? Orodric acquiesça derrière la fumée de son cigare. Dans ce cas, reprit Pirenne, ce sera vite fait. La situation en ce qui concerne la fondation numéro 1 n'a pas changé. Ah ? Et quelle est-elle ? Celle d'une institution scientifique, subventionnée par l'État et faisant partie du domaine privé de son auguste majesté l'empereur. Le sous-préfet ne sembla nullement impressionné. Il envoyait des ronds de fumée au plafond. C'est une très jolie théorie, docteur Pirenne. J'imagine que vous avez des chartes marquées du sceau impérial. Mais quelle est en fait votre mission ? Quelles sont vos relations avec Smyrno ? Vous n'êtes pas à 50 parsecs de la capitale de Smyrno, vous savez, et avec Konom, et avec Daribao ? Vous n'avez jamais affaire à aucune préfecture, dit Pirenne. Comme nous relevons directement de l'empereur... Ce ne sont pas des préfectures, lui rappela Orodric. Ce sont maintenant des royaumes. Des royaumes, si vous voulez. Nous n'avons jamais affaire à aucun royaume. Nous sommes une institution scientifique. Au diable la science, s'écria l'autre, avec une mâle vigueur. Ça ne changera rien au fait que d'un jour à l'autre, Terminus risque de tomber sous la coupe de Smyrno. Et l'empereur, vous croyez qu'il n'interviendra pas ? Orodric reprit d'un ton plus calme. Voyons, docteur Pirenne, vous respectez ce qui est la propriété de l'empereur. Anacréon fait de même, mais peut-être pas Smyrno. N'oubliez pas que nous venons de signer un traité avec l'empereur. J'en présenterai un exemplaire demain devant votre conseil, au terme duquel nous avons la charge de maintenir l'ordre en son nom aux frontières de l'ancienne préfecture d'Anacréon. Notre devoir est donc clair, n'est-ce pas ? Certes, mais Terminus ne fait pas partie de la préfecture d'Anacréon. Et Smyrno ? Pas plus que la préfecture de Smyrno. Terminus n'appartient à aucune préfecture. Smyrno le sait-elle ? Peu importe ce que c'est Smyrno. À vous peut-être, mais à nous cela importe fort. Nous venons de terminer une guerre avec elle et continuons à tenir 2 systèmes stellaires qui nous appartiennent. Terminus occupe entre les 2 nations une position stratégique. Hardin intervint. Que proposez-vous, Excellence ? Le sous-préfet semblait décidé à ne plus tourner longtemps autour du pot. Il me semble évident, dit-il d'un ton dégagé, que, puisque Terminus est hors d'état de se défendre seul, c'est Anacréon qui doit s'en charger. Vous comprendrez bien que nous ne désirons nullement intervenir dans votre politique intérieure. Fit Hardin. Mais nous estimons qu'il vaudrait mieux, dans l'intérêt de tous, qu'Anacréon établisse sur votre planète une base militaire. C'est tout ce que vous voulez ? Une base militaire dans une région habitée de la planète ? Il y aurait, bien entendu, le problème de l'entretien des forces de protection. Hardin, qui se balançait sur 2 pieds dans son fauteuil, s'immobilisa, les coudes sur le genou. Nous y voilà. Parlons net. Terminus doit devenir un protectorat et payer un tribut.
Pas un tribut, des impôts. Nous vous protégeons, vous payez cette protection. Pirène abattit son poing sur le bras de son siège. Laissez-moi parler, Hardin. Excellence, je me fiche éperdument d'Anacréon, de Smyrno, de votre cuisine politique et de vos petites guerres. Je vous répète que Terminus est une institution d'État exempte d'impôts. D'État. Mais c'est nous l'État, docteur Pirène, et ne nous vous exemptons pas d'impôts. Pirène se leva brusquement. Excellence, je suis le représentant direct de... Son auguste majesté l'empereur, continua Anselmé ou Rodrigue. Et moi je suis le représentant direct du roi d'Anacréon. Anacréon est beaucoup plus près, docteur Pirène. Ne nous égarons pas, fit Hardin. Comment percevriez-vous ces soi-disant impôts, Excellence? En nature? Blé? Pommes de terre? Légumes? Bétail? Le sous-préfet le considéra d'un œil stupéfait. Comment cela? À quoi nous serviraient ces marchandises? Nous en avons à revendre. Non, en or, naturellement. Du chrome ou du vanadium serait même préférable, si vous en aviez en quantité suffisante. Hardin éclata de rire. En quantité suffisante. Nous n'avons même pas assez de fer. De l'or, tenez, regardez notre monnaie, fit-il en lançant une pièce à l'envoyé extraordinaire. Orodric la fit sonner et leva vers Hardin un regard surpris. Qu'est-ce que c'est? De l'acier? Parfaitement. Je ne comprends pas. Terminus est une planète qui n'a pratiquement pas de ressources en minerais. Nous n'avons donc pas d'or et rien pour vous payer, à moins que vous n'acceptiez quelques milliers de boisseaux de pommes de terre. Alors, les produits manufacturés? Sans métal? Avec quoi fabriquerions-nous nos machines? Il y eut un silence, puis Pirène reprit. Toute cette discussion est inutile. Terminus n'est pas une planète comme les autres, mais une fondation scientifique occupée à préparer une grande encyclopédie. Par l'espace, mon cher, vous n'avez donc aucun respect pour la science? Ce ne sont pas les encyclopédies qui gagnent les guerres, riposta sèchement Orodric. Terminus est donc un monde rigoureusement improductif, et pour ainsi dire inhabité en plus de cela. Eh bien, vous pourriez payer en terre. Que voulez-vous dire? Demanda Pirène. Cette planète est à peu près inoccupée, et les terres en friche sont sans doute fertiles. De nombreuses familles nobles d'Anacréon aimeraient agrandir leur domaine. Vous ne proposez tout de même pas... Inutile de vous affoler, docteur Pirène. Il y en a assez pour tout le monde. Si nous parvenons à nous entendre, et si vous vous montrez compréhensif, nous pourrons sans doute nous arranger de façon que vous ne perdiez rien. On pourrait donner des titres et distribuer des terres. Je pense que vous me comprenez. Vous êtes trop bon, fit Pirène, sarcastique. Hardin, alors, interrogea d'un ton naïf. Anacréon pourrait aussi nous fournir des quantités suffisantes de plutonium pour nos usines atomiques. Nous n'avons plus que quelques années de réserve. Pirène eut un haut le cœur, et, pendant quelques minutes, le silence régna dans la pièce. Quand Orodrigue reprit la parole, ce fut sur un tout autre ton. Vous possédez l'énergie atomique? Évidemment. Qu'y-a-t-il d'extraordinaire à cela? Il y aura bientôt 50 000 ans qu'on utilise l'énergie atomique. Pourquoi ne nous en servirions-nous pas? Bien sûr, nous avons un peu de mal à nous procurer du plutonium. Bien sûr, bien sûr. L'envoyé marqua un temps, puis ajouta d'un ton embarrassé. Eh bien, messieurs, nous pourrions remettre à demain la suite de cette discussion, si vous voulez bien m'excuser. Pirène le regarda partir et marmonna entre ses dents. L'odieux petit imbécile. Pas du tout, fit Hardin. Il est simplement le produit de son milieu. Il ne comprend qu'un principe. J'ai un canon, et pas vous. Pirène se tourna vers lui, exaspéré. Quelle idée vous a pris de parler de bases militaires et de tribus? Êtes-vous fou? Mais non, j'ai voulu lui tendre une perche pour le faire parler. Vous remarquerez qu'il a fini par nous révéler les véritables intentions d'Anacréon, à savoir le morcellement de Terminus en terre doméniale. Vous pensez bien que je n'entends pas le laisser faire. Vous n'entendez pas le laisser faire? Vous? Et qui êtes-vous donc? Et pouvez-vous me dire pourquoi vous avez éprouvé le besoin de parler de notre centrale atomique? C'est justement le genre de choses qui ferait de Terminus un parfait objectif militaire. Oui,
fit Hardin en souriant. Un objectif à éviter soigneusement. Vous n'avez donc pas compris que j'ai amené le sujet sur le tapis? Je voulais confirmer ce que j'avais toute raison de soupçonner. À savoir qu'Anacréon ne se servait pas d'énergie atomique. Sinon notre ami aurait su qu'on n'utilisait pas de plutonium dans les centrales. Il s'ensuit que le reste de la périphérie ne possède pas davantage d'industrie atomique. Smyrno n'en a certainement pas, puisqu'elle a été battue récemment par Anacréon. Intéressant, vous ne trouvez pas? Pyrène quitta la pièce de forte méchante humeur. Hardin jeta son cigare et leva les yeux vers l'étendue de la galaxie. Alors on est revenu au pétrole et au charbon, murmura-t-il, mais il garda pour lui la suite de ses méditations. Quand Hardin niait être propriétaire du journal, peut-être avait-il raison en théorie, mais c'était tout. Hardin avait été un des promoteurs du mouvement demandant l'élévation de Terminus au stade de municipalité autonome. Il en avait été le premier maire, aussi, sans qu'aucune des actions du journal fût à son nom, contrôlait-il, de près ou de loin, quelque 60% des parts. Il y avait toujours moyen de prendre des dispositions. Ce ne fut donc pas une simple coïncidence si, au moment où Hardin demanda à Pyrène de l'autoriser à assister aux réunions du conseil d'administration, le journal commença une campagne en ce sens. À la suite de quoi s'était tenu le premier meeting politique dans l'histoire de la Fondation. Meeting où fut réclamée la présence d'un représentant de la ville au sein du gouvernement national. Pyrène avait fini par s'incliner de mauvaise grâce. Hardin, assis au bout de la table, se demandait pourquoi les savants faisaient de si piètres administrateurs. Peut-être avaient-ils trop l'habitude des faits inflexibles et pas assez des gens influençables. À sa gauche siégeaient Thomas Sutt et Jord Farah. À sa droite, London Crast et Yat Fulam. Pyrène présidait. Hardin écouta dans un demi-sommeil les formalités préliminaires, mais son attention se ranima quand Pyrène, après avoir bu une gorgée d'eau, déclara: « Je suis heureux de pouvoir annoncer au Conseil que, depuis notre dernière réunion, j'ai été avisé que le seigneur Dorwyn, chancelier de l'Empire, arrivera sur Terminus dans 15 jours. On peut être sûr que nos relations avec Anacréon seront réglées à notre entière satisfaction dès que l'empereur sera informé de la situation. » Pyrène sourit, et, s'adressant à Hardin, il ajouta: « Nous avons donné communication de cette nouvelle au journal. » Hardin rit sous sa cape. De toute évidence, c'était pour le plaisir de lui annoncer l'arrivée du chancelier que Pyrène l'avait admis dans le sein des saints. « Pour parler net, dit Hardin d'un ton paisible, qu'attendez-vous de Dorwyn ?» Ce fut Thomas Sutt qui répondit. Il avait la déplaisante habitude de parler aux gens à la troisième personne quand il se sentait d'humeur noble. « Il est bien évident, observa-t-il, que le maire Hardin est un cynique invétéré. Il ne peut manquer de savoir que l'empereur ne laissera personne empiéter sur ses droits. »« Pourquoi ? Que ferait-il donc ?» Il y a eu un moment de gêne dans l'assistance. « Vous tenez là, fit Pyrène, des propos qui frisent la trahison. Dois-je considérer qu'on m'a répondu ? Oui, si vous n'avez rien d'autre à dire. Pas si vite, j'aimerais poser encore une question. Hormis ce coup de maître diplomatique, qui peut ou non rimer à quelque chose, a-t-on pris des mesures concrètes pour faire face à la menace d'Anacréon ? Yat Fulam passa la main sous sa terrible moustache rousse. Vous voyez là une menace, vous ? Pas vous ? Ma foi, non. L'empereur, commença l'autre d'un ton suffisant. Par l'espace ! Hardin s'énervait. Qu'est-ce que cela signifie ? À chaque instant, l'un de vous dit l'empereur ou l'empire comme si c'était un mot magique. L'empereur est à 500 000 parsecs d'ici, et je suis bien sûr qu'il se fiche pas mal de nous.
Et même si ce n'est pas le cas, que peut-il faire? Les unités de la flotte impériale qui se trouvaient dans ces régions sont maintenant aux mains des 4 royaumes, et Anacréon en a eu sa part. C'est avec des canons qu'il faut se battre, pas avec des mots. Maintenant, écoutez-moi, nous avons eu 2 mois de répit, parce qu'Anacréon s'est imaginé que nous possédons des armes atomiques. Or, nous savons tous que c'est une pure fiction. Nous avons bien une centrale atomique, mais nous n'utilisons l'énergie nucléaire qu'à des fins industrielles, et encore modestement. Ils ne vont pas tarder à s'en apercevoir, et si vous croyez qu'ils vont être contents d'avoir été bernés, vous vous trompez. Mon cher ami, Attendez, je n'ai pas fini. C'est très bien de faire intervenir des chanceliers dans cette histoire, mais nous aurions plutôt besoin de gros canons de siège, armés de beaux obus atomiques. Nous avons perdu 2 mois, messieurs, et nous n'en avons peut-être pas 2 autres à perdre. Que proposez-vous de faire? Londin Crast, fronçant son long nez d'un air mécontent, déclara: Si vous proposez la militarisation de la Fondation, je ne veux pas en entendre parler. Ce serait nous jeter dans la politique. Nous sommes une communauté scientifique, monsieur le maire, et rien d'autre. Il ne se rend pas compte, ajouta Sut, que la fabrication d'armements priverait l'encyclopédie d'un personnel précieux. Il ne saurait en être question, quoi qu'il arrive. Parfaitement, renchérit Pirenne. L'encyclopédie d'abord. Toujours. Hardin eut un grognement agacé. L'encyclopédie semblait les obséder tous. Ce conseil a-t-il jamais pensé que Terminus pouvait avoir d'autres intérêts que l'encyclopédie? Je ne conçois pas, dit Pirenne, que la Fondation puisse s'intéresser à autre chose que l'encyclopédie. Je n'ai pas dit la Fondation, j'ai dit Terminus. Je crains que vous ne compreniez pas bien la situation. Nous sommes environ 1 million sur Terminus, et l'encyclopédie n'emploie pas plus de 150 000 personnes. Pour les autres, Terminus est une patrie. Nous sommes nés ici, nous y vivons. Auprès de nos fermes, de nos maisons et de nos usines, l'encyclopédie ne compte guère. Nous voulons protéger tout ça. Crast l'interrompit violemment. L'encyclopédie d'abord, tonna-t-il. Nous avons une mission à remplir. Au diable votre mission, cria Hardin. C'était peut-être vrai il y a 50 ans, mais une nouvelle génération est venue. Cela n'a rien à voir, répliqua Pirenne. Nous sommes des savants. Hardin sauta sur l'occasion. Ah, vous croyez cela, mais c'est une idée que vous vous faites. Vous n'êtes, tous autant que vous êtes, qu'un parfait exemple de ce qui ronge la galaxie depuis des millénaires. Quelle est cette science qui consiste à passer des centaines d'années à classer les travaux des savants du premier millénaire? Vous avez jamais songé à aller de l'avant, à étendre vos connaissances? Non, vous vous contentez de stagner, et c'est le cas de l'ensemble de la galaxie. L'espace sait depuis combien de temps? C'est pour cela que la périphérie se révolte, que les communications sont interrompues, que sans cesse ont lieu des guerres régionales, et qu'enfin des systèmes entiers perdent le secret de l'énergie nucléaire et reviennent à des applications de la chimie élémentaire. Voulez-vous que je vous dise? La galaxie s'en va à la dérive. Hardin se tut et se laissa retomber dans son fauteuil pour reprendre haleine, le tout sans écouter les 2 ou 3 membres du conseil qui s'efforçaient à la fois de lui répondre. Crast finit par l'emporter. Je ne sais pas où vous voulez en venir avec vos haranges enflammées, monsieur le maire, mais vous n'apportez à la discussion aucun élément constructif. Je propose, monsieur le président, que les remarques de Hardin soient considérées comme nulles et non avenues, et que nous reprenions les débats où nous les avions arrêtés. Jord Farah s'agita sur son siège. Jusque-là, Farah s'était tu. Mais maintenant, sa voix puissante, aussi puissante que ses 150 kilos, retentit comme une sirène de brume. N'avons-nous pas oublié quelque chose, messieurs? Quoi donc? Interrogea Pirenne. Que dans 1 mois, nous célébrerons le 50e anniversaire de la Fondation. Farah avait l'art d'annoncer, avec la plus extrême gravité, les pires platitudes. Et alors? À l'occasion de cet anniversaire, continua paisiblement Farah, on procédera à l'ouverture du caveau de Hardin Seldon. Avez-vous jamais songé à ce que pourrait contenir le caveau? Je ne sais pas, rien d'important. Un discours d'anniversaire enregistré, peut-être. Je ne crois pas qu'il faille attacher une signification particulière au caveau.
Même si le journal, ajouta-t-il avec un mauvais regard vers Hardin, qui d'ailleurs répondit par un sourire, a voulu monter cette cérémonie en épingle, mais j'y ai mis bon ordre. Ah, dit Farah, mais vous avez peut-être tort. Ne trouvez-vous pas, reprit-il en se caressant le nez, que l'ouverture du caveau a lieu à un moment étrangement opportun? Très inopportun, voulez-vous dire, murmura Fulham. Nous avons bien d'autres choses en tête. D'autres choses plus importantes qu'un message de Harry Sheldon? Je ne crois pas. Farah devenait de plus en plus pontifiant, et Hardin le considéra d'un œil songeur. Où voulez-vous en venir? Vous avez tous l'air d'oublier, poursuivit Farah, que Sheldon était le plus grand psychologue de notre époque et le créateur de notre fondation. Il est donc raisonnable de penser que notre maître a fait usage de la science pour déterminer le cours probable de l'histoire dans l'avenir immédiat. S'il l'a fait, ce qui ne m'étonnerait guère, il a certainement trouvé un moyen de nous prévenir du danger et peut-être même de nous suggérer une solution. L'encyclopédie était une entreprise qui lui tenait fort à cœur, vous le savez. Le doute se lisait sur tous les visages. Pirène toussota. Ma foi, je n'en sais trop rien. La psychologie est une noble science, mais il n'y a pas parmi nous de psychologues, je crois. Il me semble que nous sommes ici sur un terrain bien incertain. Farah se tourna vers Hardin. N'avez-vous pas étudié la psychologie avec Alurin? Hardin répondit d'un ton rêveur. Oui, mais je n'ai jamais terminé mes études. Je me suis lassé de la théorie. Je voulais être ingénieur psychologicien, mais, comme je n'en avais pas les moyens, j'ai choisi ce qu'il y avait de plus proche. J'ai fait de la politique. C'est pratiquement la même chose. Eh bien, que pensez-vous du caveau? Hardin répondit prudemment. Je ne sais pas. Hardin ne dit plus un mot jusqu'à la fin de la séance, bien que l'on se fût remis à parler du voyage du chancelier et de l'Empire. À vrai dire, il n'écoutait même plus. Il était sur une nouvelle piste, et les éléments s'assemblaient lentement. La psychologie était la clé du problème, il en était certain. Il essaya désespérément de se souvenir de la théorie psychologique qu'il avait appris jadis, et il en tira aussitôt une conclusion. Un grand psychologue, comme Sheldon, était capable de lire assez clairement dans l'enchevêtrement des émotions et des réactions humaines pour pouvoir prédire la tendance générale de l'avenir. Et cela signifiait... Le seigneur Dorwin, chancelier de l'Empire, prisait. En outre, il avait des cheveux longs et des boucles qui devaient manifestement beaucoup à l'art du coiffeur, ainsi que de longs favoris blonds qu'il caressait tendrement. Il s'exprimait avec une extrême affection et ne prononçait pas les airs. Hardin, pour le moment, n'avait pas le temps de réfléchir aux raisons qui l'avaient fait prendre en grippe le noble chancelier. Certes, il avait les gestes élégants de la main dont l'autre ponctuait ses propos, et la stupide condescendance qui marquait fût-ce la plus simple de ses phrases. Le problème maintenant était de le retrouver. Il avait disparu avec Pirène une demi-heure auparavant. Complètement disparu l'animal. Hardin était sûr que sa propre absence lors des discussions préliminaires faisait parfaitement l'affaire de Pirène. On avait vu Pirène dans ce corps de bâtiment à 7 étages. Il suffisait d'essayer toutes les portes pour les retrouver. Il poussa un battant et distingua aussitôt le profil facilement reconnaissable du seigneur Dorwin qui se détachait sur l'écran lumineux. Le chancelier leva les yeux et dit « Ah, Hardin, vous nous cherchiez sans doute ?» Il lui tendit une tabatière à l'ornementation chargée. Et, quand Hardin eut poliment refusé de se servir,
Le seigneur Dorwin prit une pincée de tabac en souriant gracieusement. Pirenne considérait la scène avec mépris, Hardin avec une parfaite indifférence. Le seigneur Dorwin referma le couvercle de sa tabatière avec un petit bruit sec. Puis il dit « C'est une superbe réussite, votre encyclopédie, Hardin. Une entreprise digne des plus grandes œuvres de tous les temps. C'est l'avis de la plupart d'entre nous, monseigneur. Mais nous ne sommes pas encore au terme de notre travail. D'après ce que j'ai vu du fonctionnement de votre fondation, voilà qui ne m'inquiète guère. » Dorwin se tourna vers Pirenne, qui répondit par un petit salut ravi. « Ils sont trop mignons, songea Hardin. Je ne me plaignais pas tant, monseigneur, dit-il tout haut, du manque d'activité de la Fondation que l'excès d'activité que déploie Anacréon, activité qui s'exerce toutefois dans une direction très différente. « Ah oui, Anacréon, fit le chancelier, avec un petit geste méprisant. « J'en arrive justement. C'est une planète tout à fait barbare. Je ne comprends pas comment des créatures humaines peuvent vivre dans la périphérie. On n'y trouve rien de ce qui peut faire le bonheur d'un homme cultivé. On y ignore tout confort, on y vit dans les conditions... » Hardin l'interrompit sèchement. Les Anacréoniens, malheureusement, possèdent tout ce qu'il faut pour faire la guerre, et disposent des engins de destruction les plus perfectionnés. C'est vrai. Le seigneur Dorwin semblait agacé. Peut-être n'aimait-il pas être interrompu au milieu d'une phrase. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça, vous savez. Voyons, docteur Pirenne, si vous me montriez le second volume. Les lumières s'éteignirent et, dans la demi-heure qui suivit, on ne fit pas plus attention à Hardin que s'il avait été sur Anacréon. Le livre qu'on projetait sur l'écran ne l'intéressait guère, et il ne cherchait même pas à suivre, mais le seigneur Dorwin, lui, manifesta un tel plaisir que, dans son excitation, il lui arriva de prononcer un R de ci de là. Quand on eut rallumé les lumières, il déclara « Merveilleux, vraiment merveilleux. Vous ne vous intéressez pas à l'archéologie par hasard, Hardin ?» Pardon ? Hardin dut se secouer pour sortir de sa rêverie. « Non, monseigneur, je ne peux pas dire que la question me passionne. J'ai une formation de psychologue et j'ai fini politicien. »« Oh, ce sont sans doute des études fort intéressantes. Pour ma part, figurez-vous, reprit-il s'administrant une énorme prise de tabac, j'ai un faible pour l'archéologie. »« Vraiment ? Monseigneur, expliqua Pirenne, est une autorité en la matière. »« Une autorité, c'est peut-être beaucoup dire, fit Monseigneur d'un ton complaisant. J'ai beaucoup travaillé la question, j'ai beaucoup lu, j'ai étudié tout Jadion, tout Odibajun, tout Code Millwill. Enfin, vous voyez. » J'ai naturellement entendu parler de ces auteurs, dit Hardin, mais je ne les ai jamais lus. Vous devriez les lire un jour, mon cher, vous ne regrettiez pas. Ce voyage dans la périphérie n'aura pas été inutile, puisqu'il m'a permis de voir cet exemplaire de Lameth. Figurez-vous que ce texte manque complètement dans ma bibliothèque. Vous n'oubliez pas, docteur Pirenne, que vous avez promis d'en transdévelopper une copie pour moi, avant mon départ. Soyez tranquille, monseigneur, ce sera fait. Lameth, vous savez, reprit le chancelier d'un ton doctoral, apporte une très intéressante addition à ce que l'on savait jusqu'alors sur l'issue de la question des origines. Quelle question ? Demanda Hardin. La question de l'origine, savoir en quel endroit a pris naissance l'espèce humaine. Vous savez bien qu'on pense qu'à l'origine, la race humaine n'occupait qu'un seul système planétaire. Oui, bien sûr. Seulement, personne ne sait exactement quel système. Tout cela se perd dans la brume de l'Antiquité. Il existe bien des théories, évidemment. Dans Sirius, disent les uns, d'autres disent Alpha du Centaure, ou le système solaire, ou 61 du Cygne.
Tout cela étant situé toutefois dans le secteur de Sirius, vous le marquerez. Et que dit Lamet? Eh bien, il a une théorie absolument révolutionnaire. Il s'efforce de prouver que les vestiges archéologiques découverts sur la troisième planète d'Arcturus montrent qu'il existe là des colonies humaines à une époque où l'on ne connaissait pas encore le voyage interplanétaire. Cette planète serait donc le berceau de l'humanité? Peut-être. Il faudrait que je lise attentivement l'ouvrage de Lamet avant de pouvoir me prononcer. Hardin parut méditer un moment, puis demanda. Quand Lamet a-t-il écrit son livre? Oh, il doit y avoir à peu près 800 ans. Naturellement, il s'est surtout servi des travaux de Gwyn. Alors, pourquoi se fier à lui? Pourquoi ne pas aller vous-même étudier les vestiges découverts sur la planète d'Arcturus? Le seigneur Dorwin haussa les sourcils et s'empressa de humer une prise. Mais dans quel but, mon cher? Pour recueillir des renseignements de première main. Voyons. À quoi bon? Ce serait bien trop compliqué. J'ai les ouvrages de tous les vieux maîtres et tous les grands archéologues d'autrefois. Je les confronte, je pèse le pour et le contre de chaque théorie, et j'en tire les conclusions. C'est cela la méthode scientifique? Du moins, conclut-il d'un ton protecteur. C'est la conception que j'en ai, moi. Je vous demande un peu pourquoi j'irais perdre mon temps dans la région d'Arcturus et dans le système solaire, alors que les vieux maîtres ont fait cela bien mieux que je ne pourrais le faire moi-même. Je comprends, fit Hardin poliment. Et c'est cela qu'il appelait la méthode scientifique. Rien d'étonnant à ce que la galaxie s'en allât à la dérive, se dit-il. Si vous voulez bien me suivre, monseigneur, dit Pirenne, je crois qu'il est temps de rentrer. C'est vrai, c'est vrai. Au moment où il allait quitter la pièce, Hardin dit brusquement. Monseigneur, puis-je vous poser une question? Le seigneur Dorwin sourit d'un air affable et eut un petit geste gracieux de la main. Certainement, mon cher, trop heureux de pouvoir vous aider, si mes modestes connaissances peuvent vous être utiles en quoi que ce soit. Il ne s'agit pas précisément d'archéologie, monseigneur. Non? Non. Voilà. L'an dernier, nous avons appris sur Terminus qu'une centrale atomique avait explosé sur la planète 5 de Gamma d'Andromède. Mais nous n'avons pas eu de détails sur l'accident. Je me demandais si vous pourriez me dire exactement ce qui s'est passé. Je ne vois vraiment pas, fit Pirenne d'un ton impatient. Pourquoi vous ennuyez monseigneur avec des questions sans intérêt? Mais pas du tout, docteur Pirenne, protesta le chancelier. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette affaire. La centrale a, en effet, explosé, et ça a été une véritable catastrophe, vous savez. Je crois que plusieurs millions de personnes ont péri, et qu'au moins la moitié de la surface de la planète a été dévastée. En conséquence, le gouvernement envisage sérieusement de contrôler de plus près l'emploi de l'énergie atomique. Mais il s'agit là naturellement de mesures confidentielles. Naturellement, dit Hardin. Mais quelle était la cause de l'accident? Ma foi, dit le seigneur Dorwin, personne n'en sait rien. L'usine était déjà tombée en panne quelques années plus tôt, et l'on a pensé que les réparations avaient été mal faites. C'est assez difficile de nos jours de trouver des ingénieurs qui connaissent à fond les installations atomiques. Sur quoi il se servit une prise d'un air mélancolique. Vous savez, dit Hardin, que les royaumes indépendants de la périphérie ont également renoncé à employer l'énergie atomique? Ça ne m'étonne pas, vous savez. Ce sont des planètes vraiment barbares. Mais, mon cher, ne parlez pas de royaumes indépendants. Ils ne sont pas indépendants, vous le savez bien. Les traités que nous avons conclus avec eux sont formels. Ces planètes reconnaissent la souveraineté de l'empereur, sinon nous n'aurions pas traité avec elles, bien sûr. Cela se peut, mais elles n'en ont pas moins une grande liberté d'action. Sans doute une liberté considérable, mais cela n'a guère d'importance. L'Empire peut très bien supporter que la périphérie jouisse d'une certaine autonomie. Ce sont des planètes qui ne nous apportent rien,
vous savez, tout à fait bas-les-balles, à peine civilisées. Elles étaient civilisées jadis. Anacréon était une des plus riches provinces extérieures. Je crois que de ce point de vue, on pouvait la comparer à Vega. Oh, mais il y a des siècles de cela. Vous ne pouvez pas en tirer de conclusion. La situation était très différente autrefois. Nous ne sommes plus ce que nous étions, vous savez. Mais, dites-moi, Hardin, vous êtes bien entêté. Je vous ai dit que je ne voulais pas parler d'affaires aujourd'hui. Le docteur Pririan m'avait bien prévenu que vous essayeriez de m'entraîner dans une discussion, mais on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Nous examinerons tous ces problèmes demain. Et l'on en resta là. C'était la seconde séance du conseil auquel assista Hardin, sans compter les entretiens officieux que ce membre avait eus avec le seigneur d'Orwyn avant son départ. Le maire Hardin était pourtant convaincu qu'au moins une réunion s'était tenue sans qu'on l'eût avisé, et il était bien certain qu'on ne l'aurait pas non plus prié de venir aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette question de l'ultimatum. Car il s'agissait en effet d'un ultimatum, bien qu'en apparence, on eût pu prendre le document visiographique pour un message de cordiale salutation adressé à un souverain voisin. Hardin relisait le texte. Cela commençait par les congratulations de « Sa puissante Majesté, le roi d'Anacréon, à son frère et ami le docteur Lewis Pirenne, président du conseil d'administration de la Fondation encyclopédique numéro 1. » Et cela se terminait par un gigantesque sceau multicolore d'un symbolisme extrêmement complexe. Mais ce n'en était pas moins un ultimatum. « Finalement, dit Hardin, nous n'avions guère le temps devant nous. 3 mois seulement. Mais de toute façon, nous avons gaspillé le peu de répit qu'on nous avait accordé. Il ne nous reste plus qu'une semaine maintenant. Qu'allons-nous faire ? » Il doit y avoir une solution, dit Pirenne, le front soucieux. Il est absolument inconcevable qu'Anacréon pousse les choses très loin, après les assurances que nous a prodiguées le seigneur d'Orwyn quant à l'attitude de l'empereur et de l'Empire. « Ah !» fit Hardin. « Vous avez fait part au roi d'Anacréon de ce soi-disant point de vue de l'empereur ?»« Parfaitement, après avoir mis la proposition aux voix et avoir recueilli l'unanimité du conseil. »« Et quand ce vote a-t-il eu lieu ?» Pirenne se drapa dans sa dignité. « Je ne crois pas avoir de compte à vous rendre, monsieur Hardin. »« Très bien, ça ne m'intéresse pas tellement. Laissez-moi vous dire toutefois qu'à mon avis, cette mesure d'habile diplomatie, dit-il en souriant, qui est à l'origine de ce message d'amitié. Anacréon aurait peut-être attendu plus longtemps sans cela. Je ne vois d'ailleurs pas en quoi cela aurait avancé Terminus, étant donné l'attitude du conseil. Et comment arrivez-vous à cette remarquable conclusion, monsieur le maire ? Interrogea Yadfulam. Oh, c'est bien simple. Il me suffit de faire usage de ce moyen si démodé, le bon sens. Il existe, figurez-vous, une branche de connaissances humaines qu'on désigne sous le nom de logique symbolique, et qu'on peut employer pour clarifier tous les fatras qui entourent d'ordinaire le langage. Et alors ? Dit Fulam. Je l'ai utilisé. Je l'ai notamment appliqué à l'étude du document qui nous intéresse. Je n'en avais pas tellement besoin en ce qui me concerne, mais j'ai pensé qu'il me serait plus facile d'en expliquer la teneur exacte à 5 physiciens si je me servais de symboles plutôt que de mots. Hardin tira d'une sacoche quelques feuilles de papier qu'il étala devant lui. « Ce n'est pas moi qui ai fait ce travail, » annonça-t-il. « Il est signé, comme vous pouvez le voir, de Müller-Holk, de la section de la logique. » Pirenne se pencha vers la table pour mieux voir, tandis qu'Hardin continuait. Le message d'Anacréon ne présentait pas de difficulté, car ceux qui l'ont rédigé sont des hommes d'action plutôt que des orateurs. Ce message se réduit à la déclaration que vous voyez exprimée ici en symbole,
et qui, traduit en mots, signifie pratiquement « Vous nous donnez ce que nous voulons d'ici une semaine, ou bien nous vous administrons une raclée et nous nous servirons tout seuls. » Sans rien dire, les membres du conseil examinaient les symboles. Au bout d'un moment, Pirène se rassit en toussant d'un air gêné. « Vous voyez une solution, docteur Pirène ?» demanda Hardin. Finissant d'observer les symboles, Pirène dit « Il ne semble pas y en avoir. »« Très bien, » fit Hardin en exhibant d'autres papiers. « Vous avez maintenant devant vous une copie du traité qu'ont conclu l'Empire et Anacréon. Traité, soit dit en passant, qui a été signé au nom de l'empereur par le même seigneur d'Orwyn dont nous avons eu la visite la semaine dernière. En voici l'analyse symbolique. » Le traité comprenait 5 pages en petits caractères. L'analyse occupait moins d'une demi-page. Comme vous le voyez, messieurs, 90% de ce document se révèle n'avoir aucune signification à l'analyse, et, en définitive, le tout se ramène aux intéressantes propositions que voici. Obligation d'Anacréon envers l'Empire, nulle. Autorité de l'Empire sur Anacréon, nulle. Les 5 membres du Conseil examinèrent attentivement l'analyse en se référant par moments au texte intégral du traité. Puis, Pirène dit d'un ton soucieux. « L'analyse semble exacte. Vous convenez donc qu'il ne s'agit de rien d'autre qu'une déclaration de totale indépendance de la part d'Anacréon et d'une reconnaissance de cette situation par l'empereur ? » « Il me semble bien, en effet. Et croyez-vous qu'Anacréon ne l'ait pas compris et ne tienne pas à bien marquer cette indépendance, ce qui l'amènerait tout naturellement à se rebiffer devant tout semblant de menace de la part de l'Empire, à plus forte raison quand l'Empire se montre incapable de mettre ces menaces à exécution. Mais alors, intervint Sutte, comment monsieur le maire Hardin explique-t-il les assurances que nous a données le seigneur d'Orwyn quant à l'appui que nous accorderait l'Empire ? Ces assurances semblaient satisfaisantes. Hardin se renversa dans son fauteuil. C'est là le point le plus intéressant. Je dois l'avouer, j'ai cru tout d'abord que sa seigneurie était un crétin consommé, mais c'est en fait un diplomate accompli et un homme d'une remarquable habileté. J'ai pris la liberté d'enregistrer tout ce qu'il a dit. Un murmure de protestation échappa aux membres du conseil. « Oh, c'est intolérable. Comment ça ?» Et Pirène prit une expression scandalisée. « Et alors ?» fit Hardin. Je reconnais que c'était une grossière infraction des lois de l'hospitalité et une chose qu'aucun homme se disant honnête n'aurait faite. Et si monseigneur s'en était aperçu, cela aurait pu donner lieu à une explication fort déplaisante. Mais il n'en a rien su. J'ai l'enregistrement et tout est pour le mieux. J'ai remis une copie de cet enregistrement à Holk pour qu'il l'analyse comme le reste. Et qu'a révélé l'analyse ? Interrogea Lundin-Krast. Voilà justement ce qui est intéressant, messieurs. Cette analyse s'est révélée à tout égard la plus difficile des 3. Quand Holk, après 2 jours de travail acharné, a réussi à éliminer les déclarations qui ne voulaient rien dire, les paroles vagues et les détails sans intérêt, en bref tout le blabla, il s'est aperçu qu'il ne restait rien, absolument rien. Le seigneur d'Orwyn, messieurs, en 5 jours de discussion, n'a strictement rien dit de concret. Et il s'y est si bien pris que vous ne vous en êtes même pas aperçu. Voilà les assurances de votre cher empire. La confusion n'aurait pas été plus grande si Hardin avait placé sur la table une bombe allumée. Il attendit ensuite, d'un air las, que le calme revint. « Donc, conclut-il, quand vous avez menacé Anacréon d'une intervention impériale, vous n'avez fait qu'irriter un monarque qui savait à quoi s'en tenir. Son orgueil exigeait évidemment une réaction immédiate, d'où l'ultimatum. Et nous en revenons à la question que je posais tout à l'heure, qu'allons-nous faire ? Il semble, dit Sutte, que nous ne puissions faire autrement que de laisser Anacréon installer des bases militaires sur Terminus. Je suis bien d'accord avec vous, répondit Hardin. Mais quelles mesures prendrons-nous pour les flanquer dehors à la première occasion ? Yat Fulam se tortillait la moustache. On dirait que vous êtes résolu à recourir à la violence. La violence, rétorqua Hardin, est le dernier refuge de l'incompétence.
mais je n'ai certainement pas l'intention de déployer un tapis sous les pas des envahisseurs, ni de leur cirer les bottes. Tout de même, la façon dont vous dites cela ne me plaît guère, insista Fulham. C'est une attitude dangereuse, d'autant plus dangereuse que, depuis quelque temps, une partie importante de la population semble réagir favorablement à toutes vos suggestions. J'aime autant vous dire, monsieur le maire, que le Conseil n'ignore pas vos récentes initiatives. Il se tut au milieu de l'approbation générale. Hardin haussa les épaules sans rien dire. Si vous vouliez entraîner la ville à la violence, continua Fulman, ce serait courir au suicide, et nous n'entendons pas le tolérer. Notre politique a toujours gravité autour d'un seul principe, l'encyclopédie. Quoi que nous soyons amenés à faire ou à ne pas faire, nos décisions auront toujours été subordonnées aux intérêts de l'encyclopédie. Vous concluez donc, riposta Hardin, que nous devons poursuivre cette frénétique campagne d'inaction ? Vous venez vous-même de démontrer, dit Pirenne, non sans amertume, que l'Empire ne pouvait nous aider, encore que je ne comprenne pas bien comment ni pourquoi il en est ainsi. Si un compromis est nécessaire, Hardin avait la sensation cauchemardesque de courir à toute vitesse sans arriver nulle part. Il n'est pas question de compromis. Vous ne comprenez donc pas que ces questions de base militaire ne sont qu'un mauvais prétexte ? Orodric nous a dit ce que cherchait Anacréon, l'annexion, l'établissement de son propre système de domaines féodaux et une économie s'appuyant sur l'aristocratie terrienne. L'effet produit par notre bluff à propos de nos armes atomiques peut les inciter à agir lentement, mais ce n'est pas ce qui les arrêtera. Hardin s'était levé et tous l'avaient imité, sauf Jord Farah. « Veuillez vous asseoir, » dit ce dernier. « En voilà assez, me semble-t-il. Voyons, il n'y a pas de quoi prendre un air furieux, monsieur le maire Hardin. Aucun de nous n'a commis de trahison. C'est vous qui le dites. Allons, fit Farah d'un ton conciliant. Vous savez bien que vous n'en pensez rien. Laissez-moi parler. Ses petits yeux malins étaient à demi clos, et la transpiration faisait briller son menton. Il est inutile de dissimuler plus longtemps que le Conseil attend ce qui va se passer lors de l'ouverture du caveau, dans 6 jours. On s'attend à y trouver la véritable solution au problème des relations avec Anacréon. C'est tout ce que vous avez trouvé ? Oui. Alors nous allons nous contenter d'attendre en toute sérénité que le Deus ex machina jaillisse du caveau ? Exprimé sous une forme moins partisane, c'est en effet notre opinion. C'est le triomphe de la politique de l'autruche, vraiment. Il faut un esprit d'une grande envergure pour concevoir un pareil projet. Votre goût pour l'épigramme est amusant, Hardin, dit Farah, avec un sourire indulgent, mais déplacé. Vous vous souvenez, je pense, du raisonnement que j'ai tenu à propos de l'ouverture du caveau, voilà 3 semaines. Oui, je m'en souviens, vous avez dit, arrêtez-moi si je me trompe, que Harry Seldon avait été le plus grand psychologue du système, qu'il était donc capable de prévoir la situation déplaisante dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, et qu'il avait donc conçu le caveau comme un moyen de nous proposer une solution. C'est à peu près cela. Vous étonnerai-je, en vous révélant que j'ai longuement réfléchi à la question ces dernières semaines ? J'en suis très flatté. Et quel a été le résultat de vos méditations ? Que la pure déduction était en l'occurrence insuffisante, qu'une fois de plus, il fallait une parcelle de bon sens. Mais encore, eh bien, si Harry Seldon a prévu les difficultés que nous aurions avec Anacréon, pourquoi ne pas nous avoir placés sur une autre planète plus proche du centre galactique ? Car on n'ignore pas que c'est Seldon qui a amené les commissaires de Trantor à ordonner l'établissement de la fondation sur Terminus. Mais pourquoi ce choix ? Pourquoi nous avoir installés ici s'il était capable de prévoir la rupture des lignes de communication, notre isolement dans notre secteur éloigné de la galaxie, les menaces que nos voisins feraient peser sur nous, et notre impuissance du fait que Terminus n'a aucune ressource minérale ? Ou, alors, s'il a prévu tout cela, pourquoi n'avoir pas prévenu les premiers colons de façon qu'ils puissent se préparer, plutôt que d'attendre, comme ils le font, que nous ayons déjà un pied au-dessus du vide avant de nous conseiller. Et n'oubliez pas une chose, même s'ils pouvaient prévoir la situation, alors nous pouvons tout aussi bien la voir maintenant.
Après tout, Seldon n'était pas un magicien. Il n'existe pas de méthode pour sortir de cette situation que lui pouvait imaginer et nous pas. Mais, Hardin, lui rappela Farah, nous n'en imaginons aucune. Vous n'avez même pas essayé. Vous avez commencé par refuser d'admettre que nous étions menacés. Puis, vous vous êtes réfugié dans une foi aveugle en l'empereur. Maintenant, c'est sur Seldon que vous reposez vos espoirs. Vous vous êtes invariablement reposé sur l'autorité ou sur le passé. Jamais vous n'avez voulu compter sur vous-même. Son poing martelait la table. C'est une attitude morbide, un réflexe conditionné qui vous fait écarter toute velléité d'indépendance chaque fois qu'il est question de s'opposer à l'autorité. Vous avez l'air de ne pas douter que l'empereur est plus puissant que vous et Harry Seldon plus sage. Et vous avez tort, je vous assure. Personne ne répondit. Hardin reprit. Vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs. C'est la même chose dans toute la galaxie. Pirenne a entendu comme moi le seigneur Dorwyn exposer ses idées sur la recherche scientifique. Selon lui, pour être un bon archéologue, il suffit de lire tous les livres écrits sur la question par des hommes morts depuis des siècles. Il estime que la façon pour résoudre les énigmes de l'archéologie, c'est de peser le pour et le contre des thèses contradictoires. Et Pirenne l'écoutait sans protester. Vous ne trouvez pas qu'il y a là quelque chose d'anormal ? Cette fois encore, son accent presque implorant n'éveilla aucun écho. Et nous autres, reprit Hardin, et la moitié de la population de Terminus, nous ne valons guère mieux. Nous sommes là, à béer devant l'encyclopédie. Nous estimons que l'ultime but de la science est la classification des connaissances acquises. C'est une tâche importante, mais il n'y a pas autre chose à faire ? Nous sommes en régression. Est-ce que vous ne vous en rendez pas compte ? Dans la périphérie, ils ont perdu le secret de l'énergie atomique. Sur Gamma d'Andromède, une centrale d'énergie a sauté parce qu'elle avait été mal réparée, et le chancelier de l'Empire déplore que les techniciens dans cette branche soient rares. Quelle solution recommande-t-il ? En former de nouveaux ? Jamais de la vie. Non, il propose de limiter l'usage de l'énergie atomique. Ne comprenez-vous donc pas ? C'est un mal qui ronge la galaxie tout entière. On pratique le culte du passé. On stagne. Son regard parcourut l'assemblée. Ferrat fut le premier à réagir. Ce n'est pas la philosophie mystique qui va nous aider, soyons réalistes. Niez-vous que Harry Seldon ait été capable de deviner les tendances historiques de l'avenir par simple calcul psychohistorique ? Non, bien sûr que non, s'écria Hardin. Mais nous ne pouvons pas compter sur lui pour nous fournir une solution. Il pourrait, tout au plus, nous indiquer le problème, mais s'il existe une solution, c'est à nous de la trouver. Il ne peut pas le faire pour nous. Qu'entendez-vous par nous indiquer le problème ? Nous le connaissons, le problème. C'est ce que vous croyez, s'exclama Hardin. Vous vous imaginez que Harry Seldon n'a pensé qu'à Anacréon. Je ne suis pas d'accord avec vous, messieurs. Je vous affirme qu'aucun de vous n'a encore la plus vague notion de ce qui se passe en réalité. Mais ce n'est pas votre cas, sans doute, dit Pirenne d'un ton sarcastique. En effet, je ne crois pas. Hardin se leva d'un bond et repoussa son siège. Quoi qu'il en soit, un point est sûr, c'est que toute cette situation a quelque chose de déplaisant. Il y a là des éléments qui nous dépassent. Posez-vous donc cette question. Comment se fait-il que la population originelle de la Fondation n'ait pas compté un seul grand psychologue, à l'exception de Bor Allurin, lequel a pris grand soin de n'enseigner à ses élèves que les rudiments de la psychologie ? Il y eut un bref silence que Farah rompit en demandant. Bon, eh bien, pourquoi ? Peut-être parce qu'un psychologue aurait pu comprendre ce que tout cela signifiait, trop tôt, au gré de Harry Seldon. Jusqu'alors, nous n'avons fait que tâtonner, qu'apercevoir les fragments de la vérité, pas davantage. Et c'est ce qu'a voulu Harry Seldon, si vous voulez mon avis. Puis il éclata d'un rire narquois. « Je vous salue, messieurs !» Et il quitta la salle.
Le maire, Hardin, mâchonnait le bout de son cigare éteint. Il n'avait pas dormi la nuit précédente, et il avait bien l'impression qu'il ne fermerait pas l'œil cette nuit non plus. Au matin, il avait les yeux rouges. « Et cela pourrait marcher comme ça ?»« Je crois que oui, » fit Johan Lee, en se frottant le menton. « Qu'en pensez-vous ? Ça n'a pas l'air mal. Mais vous comprenez, il faut que ce soit fait avec aplomb, qu'il n'y ait pas d'hésitation, qu'on ne leur laisse pas le temps de comprendre ce qui se passe. Dès l'instant où nous serons en mesure de donner des ordres, il faudra les donner comme si nous n'avions jamais fait que ça toute notre vie, et ils obéiront par habitude. C'est le grand principe du coup d'État. Et si le Conseil demeure irrésolu, le Conseil n'en tenez pas compte. Après-demain, il n'aura plus aucune importance dans la conduite des affaires de Terminus. Lee hocha lentement la tête. C'est étrange qu'il n'ait encore rien fait pour nous empêcher d'agir. Vous dites qu'il se doute de quelque chose ? Farah est effectivement sur le point de deviner. Parfois, il me fait peur. Et Pirenne se méfie de moi depuis que j'ai été élu. Seulement, ils n'ont jamais su se rendre vraiment compte de ce qui se passe. Ils ne croient qu'à l'autorité. Ils sont persuadés que l'empereur, du seul fait qu'il est empereur, est tout-puissant, et que le conseil d'administration, parce qu'il représente l'empereur, ne saurait se trouver dans la situation de ne plus donner d'ordre. Cette incapacité d'admettre la possibilité d'une révolution est notre plus sûr atout. Hardin se leva et alla prendre un verre d'eau à la fontaine. Ce ne sont pas des mauvais bougres, quand ils ne s'occupent pas de leur encyclopédie, mais ils sont totalement incompétents quand il s'agit de gouverner Terminus. Et nous veillerons à ce qu'ils ne s'occupent plus d'autre chose désormais. Et maintenant, allez régler les derniers détails, j'ai besoin d'être seul. Il s'assit sur un coin du bureau, son verre d'eau à la main. Par l'espace, si seulement il était aussi confiant qu'il s'efforçait de le paraître. Dans 2 jours, les Anacréoniens allaient débarquer, et lui n'avait d'autre soutien qu'une série d'hypothèses vagues sur ce que Harry Sheldon avait voulu faire. Hardin n'était même pas un vrai psychologue, un amateur tout au plus, qui essayait de percer à jour le dessein du plus grand esprit de l'époque. Et si Farah voyait juste ? Et si Harry Sheldon n'avait perçu d'autres problèmes que celui des relations avec Anacréon ? S'il s'intéressait exclusivement à l'encyclopédia, alors, à quoi bon ce coup d'État ? Il haussa les épaules et vida le contenu de son verre. Hardin observa qu'il y avait bien plus de 6 chaises dans le caveau, comme si l'on avait pensé y recevoir une plus nombreuse compagnie. Il alla s'asseoir dans un coin, aussi loin qu'il put des 5 autres. Les membres du conseil ne parurent pas s'en formaliser. Ils se parlaient très bas, on entendait parfois un mot, une syllabe, prononcée à voix un peu plus haute. Seul, Jord Farah avait l'air à peu près calme. Il avait tiré une montre de sa poche et ne la quittait pas des yeux. Hardin jeta un coup d'œil à la sienne, puis son regard revint à la cage de verre qui était absolument vide et qui occupait la moitié de la salle. C'était le seul élément un peu singulier. Rien en tout cas ne révélait la présence, où que ce fût, d'une parcelle de radium qui achevait de se désintégrer avant de déclencher un contact qui... La lumière baissa. Elle ne s'éteignit pas complètement, mais son éclat diminua si brusquement que Hardin sursauta. Il avait levé les yeux vers l'éclairage du plafond et, quand il les tourna de nouveau dans la direction de la cage de verre, celle-ci n'était plus vide. Elle était occupée par une silhouette assise dans un fauteuil roulant. L'apparition demeura quelques instants silencieuse. Puis, elle referma le livre qu'elle tenait sur le genou et en palpa machinalement la couverture. Puis, elle sourit, et son visage parut s'animer. « Je suis Harry Sheldon !» dit l'apparition d'une voix chevrotante et voilée.
Hardin faillit se lever pour se présenter à son tour, mais il se maîtrisa juste à temps. La voix continua, sur un ton parfaitement naturel. « Comme vous voyez, je suis cloué dans ce fauteuil et ne puis me lever pour vous saluer. Vos grands-parents sont partis pour Terminus quelques mois avant que ne me frappe la paralysie qui m'immobilise depuis lors. Je ne peux pas vous voir, vous le savez, si bien que je ne puis vous accueillir comme il conviendrait. Je ne sais même pas combien vous êtes. Tout ceci doit donc se passer sans vaine cérémonie. Que ceux d'entre vous qui sont debout veuillent bien s'asseoir. Et s'il y en a qui veulent fumer, je n'y vois pas d'inconvénient. Pourquoi en verrais-je ? Reprit-il avec un petit rire. Je ne suis pas vraiment ici. Hardin chercha machinalement un cigare dans sa poche, puis se ravisa. Harry Sheldon lâcha son livre, comme s'il le posait sur une table à côté de lui, et, quand ses doigts l'eurent abandonné, le livre disparut. Il poursuit. Voilà 50 ans aujourd'hui que fut instituée cette fondation. 50 ans pendant lesquels ses membres ont ignoré vers quelle fin tendaient leurs efforts. Cette ignorance était nécessaire, mais ne s'impose plus aujourd'hui. Je vous dis tout de suite que la fondation encyclopédique est, et a toujours été, une imposture. Hardin entendit derrière lui quelques exclamations étouffées, mais il ne se retourna pas. Harry Seldon, bien sûr, continuait imperturbable. C'est une imposture. Ni moi, ni mes collègues ne nous soucions de voir jamais publier un seul volume de l'encyclopédie. Elle a rempli son but, puisqu'elle ne nous a permis d'arracher à l'empereur une charte, d'attirer ici les 100 000 êtres humains nécessaires à la réalisation de notre projet, et de les occuper, tandis que les événements se précipitaient, jusqu'au jour où il fut trop tard pour qu'aucun d'entre eux pût revenir en arrière. Durant les 50 ans que vous avez consacrés à cette escroquerie, inutile de ménager notre vocabulaire, votre retraite a été coupée, et vous n'avez plus d'autre solution que de vous atteler au projet infiniment plus important qui a été et demeure le véritable but de notre entreprise. À cet effet, nous vous avons installé sur une planète et dans des conditions telles qu'en 50 ans, vous vous êtes trouvé privé de toute liberté d'action. Désormais, et pour des siècles, la route est pour vous tracer. Vous allez affronter toute une série de crises, comparables à celle-ci qui est la première. Et à chaque fois, votre liberté d'action se trouvera pareillement ligotée par les circonstances, si bien que vous ne pourrez adopter qu'une solution. C'est la solution indiquée par nos recherches psychologiques et qui s'impose d'elle-même. Depuis des siècles, les civilisations galactiques stagnaient quand elles ne déclinaient pas, bien que peu de gens s'en rendissent compte. Au jour où vous m'écoutez, la périphérie se morcelle et l'unité de l'Empire est ébranlée. Les historiens de l'avenir marqueront d'une croix les 50 ans qui viennent de s'écouler, et ils diront « Ceci est le commencement de la chute de l'Empire galactique ». Et même si personne, ou presque, n'a conscience de cette chute pendant des siècles encore, ils ne se seront pas trompés. La chute sera suivie d'une période de barbarie dont la psychohistoire nous dit qu'elle devrait normalement durer 30 000 ans. Nous ne pouvons empêcher cette chute, nous ne le souhaitons même pas, car la civilisation impériale a perdu toute la vigueur et toute la dignité qu'elle a pu avoir jadis. Mais nous pouvons abréger la durée de la période de barbarie qui doit suivre. Nous pouvons la ramener à un seul millénaire. Nous ne vous expliquerons pas en détail comment y parvenir. Pas plus qu'il y a 50 ans, nous ne vous avions dit la vérité à propos de la fondation. Si nous vous disions tout, le projet risquerait d'échouer.
Nous aurions couru le même risque en vous révélant plus tôt que l'encyclopédie n'était qu'une imposture. Car votre savoir supplémentaire aurait alors accru votre liberté d'action, et le nombre de variables qui seraient intervenues aurait dépassé la possibilité de la psychohistoire. Mais il n'en sera pas ainsi, car il n'y a pas de psychologue sur Terminus, et il n'y en a jamais eu, sauf Alurin, et il était du complot. Il est une chose pourtant que je veux vous dire, c'est que Terminus et la fondation sœur installée à l'autre extrémité de la galaxie sont les germes de la Renaissance. De là viendront les créateurs du Second Empire galactique. La crise actuelle est le premier pas vers cette conclusion. C'est d'ailleurs une crise assez simple, bien plus simple que celles qui vous attendent par la suite. Voici à quoi se résume la situation. Vous êtes une planète brusquement coupée des centres encore civilisés de la galaxie et menacée par des voisins plus puissants. Vous représentez une petite colonie de savants cernés par des mondes barbares. Une île où subsiste l'énergie atomique au milieu d'un océan dont les confins reculent chaque jour et où l'on ne connaît que des formes d'énergie plus rudimentaires. Mais, malgré cela, vous êtes sans défense, car vous manquez de métaux. Vous voyez donc que vous êtes contraint par la dure nécessité à agir. Quel aspect doit prendre votre action? Autrement dit, quelle est la solution du dilemme dans lequel vous vous trouvez? Elle est, je crois, assez évidente. L'image de Harry Seldon ouvrit la main vers le vide, et le livre, une fois de plus, s'y matérialisa. Le vieux savant l'ouvrit et conclut. Mais, si tortueux que puisse devenir le cours de l'histoire, dites bien à vos descendants qu'il a été déterminé d'avance, et qu'il mène à un nouvel empire, plus grand encore que le précédent. Les yeux de Seldon s'abaissèrent vers le livre. L'apparition s'évanouit, et les lumières se remirent à briller. Hardin vit Pirenne s'approcher de lui, l'air atterré, les lèvres tremblantes. Le président parla d'une voix ferme, mais sans timbre. « Vous aviez raison, semble-t-il. Si vous voulez nous rejoindre ce soir à 6 heures, le Conseil va examiner avec vous les mesures à prendre. » Ils échangèrent une poignée de main et sortirent. Hardin, demeuré seul, sourit. Ils étaient beaux joueurs quand même. Leur esprit scientifique les contraignait à reconnaître qu'ils s'étaient trompés. Seulement, c'était trop tard. Hardin regarda sa montre. Tout était fini maintenant. Les hommes et Johann Lee avaient pris le pouvoir et le Conseil ne gouvernait plus. Les premiers astronefs d'Anacréon devaient se poser le lendemain, mais cela n'avait plus d'importance non plus. Dans 6 mois, les envahisseurs cesseraient eux aussi de commander. En fait, comme l'avait dit Harry Seldon, et comme l'avait deviné Salvador Hardin, depuis le jour où O'Roderick lui avait révélé qu'Anacréon n'utilisait plus l'énergie atomique, la solution de la première crise était assez évidente. Elle crevait même les yeux.